Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette activité que nous organisons aujourd'hui dans le cadre de rendre public les rapports de fattimétrie que nous avons rédigés au cours de la deuxième année de la présidence de M. Félix Tshisekedi comme président. En fait, on va rappeler le contexte dans lequel cet outil, qui est un baromètre, a été lancé. Et puis, on va rappeler la méthodologie que nous utilisons. Et puis, on va vous lire les résumés exécutifs et les recommandations. Et on va faire un aperçu particulier sur la question sécuritaire à l'Est pour vous montrer les chiffres aussi alarmants de tueries, de massacres qui continuent à se commettre à l'Est. Et on va vous laisser poser des questions tout en vous rappelant les différents domaines dans lesquels nous avons travaillé, les différents domaines sur lesquels est axé le document. Alors, au lendemain de l'investiture de M. Félix Tshisekedi comme président de la République, nous avions souhaité participer à la gouvernance comme mouvement citoyen parce que notre rôle, c'est aussi contrôler les pouvoirs publics, mais aussi donner des propositions sur différentes thématiques qui concernent notre pays. Et donc, pour cela, nous avions mis en place un outil qui s'appelle la fattimétrie. Fattimétrie, c'est l'acronyme FATI, maître, donc c'est la mesure des actions de Félix Tshisekedi Tshilombo comme président de la République, qui au fait essaie de revenir sur les engagements électoraux du président de la République qu'il a donné quand il faisait sa campagne électorale, sur les différentes promesses qu'il continue à donner à ces différents déplacements, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, mais aussi c'est apprécier les différentes actions qu'il pose au cours d'une certaine période. Et pour cela, nous avons mis en place les premiers bulletins qui a mesuré les 100 premiers jours du président Félix. Nous avons aussi mesuré les 6 premiers mois de son mandat. Nous avons publié particulièrement les 12 premiers mois de Félix. Et récemment, on a publié un bulletin sur les secteurs sanitaires, notamment la couverture et la riposte de Covid. Et aujourd'hui, nous publions la deuxième année, donc fattimétrie l'A2, du pouvoir de Félix. Pour nous, c'est important cette année parce que c'est presque la mi-mandat. Donc, c'est la période mi-mandat, si vous le voulez, du pouvoir de Félix. Et donc, c'est important de rappeler les engagements qu'il a donnés au peuple congolais, mais aussi et surtout de lui fournir des recommandations qui peuvent être utiles pour améliorer son action pour les 3 dernières années qui restent pour son mandat. Alors, nous ne sommes pas un cabinet d'études pour produire un rapport scientifique d'une portée internationale, mais ce que nous faisons, c'est une contribution à la gouvernance à travers les recommandations, mais aussi à travers une observation participante, parce que nous sommes nous-mêmes les citoyens, nous vivons à la cité, nous savons savoir la misère du peuple, nous savons savoir les difficultés dans lesquelles nous sommes plongés, et donc notre fattimétrie, c'est aussi une observation empirique des faits et des actions qui se passent dans notre communauté. Alors, globalement, la méthodologie, c'est important de rappeler la méthodologie. La méthodologie est vraiment basée sur la documentation et aussi l'observation directe des actions des gouvernants congolais. Nous faisons attention pour recourir aux sources officielles, mais aussi aux sources de la presse. Vous, les amis de la presse, nous essayons de fouiner tout ce que vous avez écrit, tout ce que vous avez documenté, les différents rapports, tels que les rapports publiés par ODEP, ACAJ et toutes les organisations de droits de l'homme, mais aussi les rapports publiés par les organisations telles que le Congo n'est pas à vendre, pour essayer de donner les informations crédibles pour ne pas venir dire des choses qui ne sont pas vraies. Alors, comme on a dit, ce rapport n'est pas exhaustif, il a des limites. Les limites, c'est entre autres l'accès difficile à certaines sources officielles. C'est difficile d'accéder, par exemple, nous, à Takelucha, on a difficile d'accéder aux données de la Banque centrale. Du coup, notre rapport sur l'aspect économique et financier est limité parce qu'on n'a pas les chiffres de la Banque centrale pour apprécier les dépenses publiques. Mais, au moins, au DMO. Mais aussi, c'est notre capacité à nous déployer sur le terrain, notamment dans les différentes provinces, pour récolter l'essentiel des informations de l'action du président.
Donc, globalement, les observations qui sont faites ici, dans ce document, sont le fruit d'une observation au niveau national, sans donner des particularités singulières sur certaines entités, sauf sur la question de la sécurité, où nous avons un focus sur l'action du président dans la gestion des groupes armés et sa recherche du rétablissement de la paix. Et là, comme nous avons des équipes trop présentes sur le terrain, à Beni, à Butembo, à Ituri, à l'est du pays globalement, donc nous avons des informations crédibles sur la question de la sécurité. Alors pour ne pas vous fatiguer, je vais demander à mon collègue Jacques Isongo de vous lire les résumés et les recommandations. Et après, on va faire un petit focus sur la question sécuritaire, parce que, pour vous donner les chiffres. Et puis, on va vous laisser poser des questions sur les différents secteurs, mais les domaines qui ont été couverts. Je le rappelle, c'est la politique et la diplomatie, c'est les droits humains, c'est paix et sécurité, c'est aussi l'économie, c'est le social, c'est aussi l'environnement, et enfin, c'est les conditions des détenus dans nos prisons au Congo. On a estimé que c'est important de rappeler les conditions des détenus dans plusieurs prisons congolaises, parce qu'on a toujours ignoré les droits des prisonniers, et nous on tenait quand même à le rappeler. Et on a mis un accent aussi sur la santé, la gestion de Covid, sur l'éducation, nos universités. D'ailleurs, là, on profite pour dire au président de rouvrir les écoles, parce qu'il n'y a plus de raison de ne pas ouvrir les écoles à ce moment, tant que la pandémie semble être maîtrisée, hein, selon les propos du docteur Mouyembe. Et on a rappelé la contradiction qu'il y a de laisser les marchés fonctionnels et fermer les universités. Il y a aussi un aspect sur l'agriculture. Hein. Cette question n'est pas souvent abordée par notre presse, et nous, on a mis un accent sur notre capacité de l'autosuffisance alimentaire. Et enfin, on a mis, comme je l'ai dit, la société, on l'a déjà parlé, et on a essayé de parler de la coopération économique. Et là, vous verrez dans notre document un aspect sur les CAFA. Est-ce qu'il est opportun ou pas de ratifier? Nous, on va donner notre position dans les documents. Voilà. Et donc, tout à vous souhaiter bienvenue dans les enceintes de l'ODEP. Je passe la parole à mon collègue Jacques pour la lecture du résumé. Ouais. Merci beaucoup, cher bienvenu. Et voilà, résumé exécutif et recommandations. Le président de la République démocratique du Congo s'est engagé à faire de l'année 2020 l'année de l'action afin de redresser le vécu du Congolais. Au demeurant, à l'horreur de l'année susdite, une énorme doute a eu raison des espoirs qu'avait généré cette grande annonce, considérant que les rivalités politiques intenses au sein de la coalition gouvernementale FCC-Cash, coalition fondée sur un deal opaque, nous rappelons, ont enterré tout ce qu'il en restait du moins des républiques et des démocratiques au Congo. A-t-on vu qu'au détriment de l'amélioration des conditions des Congolais déjà précaires, le président s'est illustré et engagé par tous les moyens dans une bataille politique visant à rompre le mariage qu'il avait porté au pouvoir depuis le 24 janvier 2019. En outre, certains observateurs, y compris le FCC, allié de la coalition, notent que l'approche utilisée par le président aurait d'une certaine manière violé les prescrits ou l'esprit de la Constitution ainsi que d'autres lois et règlements en vigueur. En effet, le forcing et ou le braquage politique qui a été appliqué par le détenteur du fauteuil présidentiel s'est fondé sur le débauchage politique jadis dénoncé, sur fond de la corruption de certains élus nationaux pour former l'union sacrée de la République après les consultations présidentielles de novembre 2020. Toutes choses étant égales par ailleurs, le bilan de l'an 2 de M. Tshisekedi est un échec patent pour la population congolaise dans son ensemble. Pour sortir de ce tableau sombre,
nous recommandons au président Tshisekedi de 1. Respecter les lois du pays en matière de finances publiques en assurant régulièrement aux provinces la retenue à la source de leurs recettes mobilisées afin qu'elles jouissent de leur autonomie de gestion pour réussir la mise en pratique de leur politique de développement local. 2. Respecter la Constitution dans le combat d'émancipation contre M. Kabila à travers la mise en place de l'Union sacrée. La Constitution est encore plus sacrée. Nous y veillerons sans embâge. 3. S'assurer que la Caisse nationale de péréquation soit opérationnelle. 4. Veiller au respect des droits de tous les citoyens, aux libertés individuelles et collectives et assurer la protection des journalistes afin qu'ils s'exercent librement leur mission de récolte, traitement et diffusion des informations sans être persécutés. 5. Initier des réformes institutionnelles et électorales importantes issues d'un large consensus afin d'éviter au pays un cycle sans fin de hold-up électoral, source des institutions fragiles qui peinent à gouverner le pays avec légitimité. 6. Veiller à la désignation rapide et dépolitiser des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante et amorcer l'épargne d'un fonds pour la tenue des élections dans le délai de 2023. 7. Intensifier les efforts pour combattre l'insécurité sur toute l'étendue du territoire national, en particulier dans les territoires affectés par des conflits, en amorçant une lutte efficace contre l'impunité dont jouissent les chefs des groupes armés. 8. S'engager à gérer de manière efficiente les finances publiques pour le bien de tous les Congolais en réduisant drastiquement le train de vie de toutes les institutions. La présidence en priorité et accroître la répression contre la corruption. 9. Réduire la taille du prochain gouvernement. Nous proposons entre 25 et 30 ministres, afin d'éviter une équipe budgétivore et parfois inefficace. 10. Renforcer la politique de lutte contre la corruption en ouvrant des enquêtes dans les divers cas de dossiers de corruption documentés dans les rapports des ONG et des mouvements associatifs. 11. Prioriser les actions politiques à intérêt social immédiat afin d'améliorer le vécu des Congolais. 12. Rendre plus efficiente et effective la politique de gratuité de l'enseignement de base. 13. Profiter de la présidence de l'Union africaine pour pousser les pays voisins à mettre fin aux incursions récurrentes de leurs armées afin de mettre fin au conflit à l'est du pays. 13. Exiger l'efficacité de l'action de la MONUSCO. Et enfin, réorienter la politique de la RDC vis-à-vis du Rwanda et des États-Unis afin de mettre fin aux ingérences internes de ces deux pays dans notre pays. Enfin, un mot sur l'insécurité à l'Est. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais je peux tout simplement dire un petit mot. Paix et sécurité, l'Est du pays, toujours en feu et en sang. Je suis prêt au sacrifice suprême afin que les Congolais, partout où ils se trouvent dans leur pays, vivent en paix. Ça ne vient pas de la lucha, c'est le président de la République qui l'avait dit lors de son premier discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès le 13 décembre 2019 à Kinshasa. Une année après cette annonce, la situation sécuritaire s'est encore détériorée davantage à l'est du pays. Au cours de cette deuxième année de la gouvernance de M. Tshisekedi, au moins 4100 Congolais ont été tués rien que dans les foyers actifs des conflits à l'est du pays. 2295 morts en Ituri, 1206 morts à Beni, 432 morts dans le Haut-Plateau, 182
morts à Goma, dans la ville. Et des armées étrangères ont fait des incursions répétitives sur le sol congolais en violation du droit international. Plusieurs foyers de tension à l'est du pays, à Beni, Ituri et au plateau du sud Kivu, ainsi que de la ville de Goma, qui est le symbole de la criminalité urbaine au pays, illustrent parfaitement bien l'incapacité du gouvernement à mettre en place des mesures efficaces pour rétablir la paix et la sécurité. Par ailleurs, les Mbororo et autres groupes armés transfrontaliers ont continué à faire des incursions de la partie orientale du pays. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, vous aurez des éléments en fait dans les documents qu'on va vous envoyer tout de suite, la voie électronique et le dur. Mais en conclusion, oui, les droits humains aussi c'est important. Instant. C'est quelle page? Ça va, c'est encore. Absolument, ok. Je crois qu'il y a aussi le problème de journaliste. Je crois qu'on doit dire parce que Pascal Moulégo, c'est dans quelle page? C'est toujours c'est le même. C'est ça. Pour ce qui concerne les droits humains, parce que c'est ce qui nous concerne le plus aussi, la lucha, nous sommes parmi les martyrs en fait des violations. Et il est important pour nous de dire un mot. Justice et droits humains, retour des vieux démons. Les droits humains constituent un indicateur majeur d'évaluation d'un processus démocratique solide, efficace et visible et viable. Le nouveau régime s'est résolu de mettre fin aux pratiques d'arrestations arbitraires, des détentions illégales à cause des actions, actes et opinions politiques. Les prisonniers politiques laissés en détention par Joseph Kabila ont bénéficié des mesures de grâce présidentielle pour certains et des libertés conditionnelles pour d'autres. Cependant, la violence policière a continué à être enregistrée dans les manifestations politiques et les actions des mouvements citoyens. Des militants de la lucha, de l'UDPS, du PPRD et de l'opposition ont été arrêtés injustement pour avoir mené des actions politiques ou citoyennes. Il est nécessaire de noter qu'il est difficile à ce stade de confirmer si les violations des droits humains commises par la police dans les manifestations politiques et citoyennes découlent d'un plan de répression politique bien ficelé par les institutions ou plutôt l'œuvre des délinquants zélés au sein des services de sécurité. Cependant, la lucha a constaté que l'administration Fachi n'a objectivement rien fait pour faire cesser la répression et punir les auteurs. Le harcèlement judiciaire, là où c'est important. Alors que la justice a été largement saluée pour les poursuites contre les présumés auteurs des crimes économiques, suivis des procès publics, très vite, les manipulations politiques de la justice sont revenues au galop. La justice a été utilisée comme un levier pour soit se débarrasser des adversaires politiques ou pour soit réprimer les voix critiques. Certains acteurs politiques appartenant au camp présidentiel ont instrumentalisé la justice pour faire taire des critiques et dénonciations qui relèvent de l'exercice démocratique. C'est le cas du député Jean-Jacques Mamba qui a été arrêté Manu Militari en violation de ses immunités parlementaires pour avoir déposé la pétition de destitution du vice-président de l'Assemblée nationale, membre du parti présidentiel. Il avait fallu que l'Assemblée nationale hausse le ton pour que ce dernier se voie être libéré et obtenir la suspension des poursuites judiciaires contre lui. La lucha a noté aussi les arrestations de certains hommes politiques sur base des interprétations de propos tenus par ces derniers dans les médias. C'est le cas notamment de M. Barnabé Milignano et Henri Magie, tous deux membres du FCC qui ont été condamnés pour avoir tenu des propos jugés outrageant le chef de l'État. Certains journalistes ont été victimes de ces manipulations judiciaires que l'organisation de la société civile ont dénoncé. Un cas mérite d'être rappelé. Il s'agit de la plainte de M. José Makila, un ancien membre du gouvernement de Kabila et aujourd'hui sénateur du FCC, contre le correspondant de RFI à Kinshasa, M. Pascal Moulégo. Ce dernier est accusé de diffamation contre cet ancien ministre des Transports
et Communication, alors que le journaliste avait rapporté un rapport d'une ONG d'observation de la dépense publique, ODEP, qui avait dénoncé le fait que le ministre aurait détourné l'argent de la société de transport public Transco pour financer sa campagne électorale. Ces musellements des journalistes visent à faire taire ces derniers et les structures qui documentent et publient ces rapports dans le cadre du contrôle citoyen. Cela vise aussi à réduire au silence la presse qui s'est constituée en quatrième pouvoir, afin de participer à la vitalité de la démocratie en accordant la parole à tous les citoyens, y compris les minorités. Voilà, et je chute par la conclusion. La situation dans les prisons, peut-être. Ça peut-être dans les questions, je pense. Parce que c'est un peu trop long. Il faut parler sur la situation des détenus. C'est des paragraphes. C'est quelle page? 15 ans, 16 ans. Oui, Bob, le camarade Bob va vous lire un peu sur la situation du système carcéral dans nos différentes prisons. Alors, il faut retenir que la situation des détenus s'est considérablement dégradée au cours de cette année. Malgré plusieurs engagements pris autour du président Tshisekedi en Conseil des ministres, la prise en charge des détenus ne s'est toujours pas améliorée. De Bukavu à Kinshasa, en passant par Bujimaï, Kananga, Lubumbashi, Bunia, etc., les prisonniers ont été affectés par des ruptures intempestives des stocks des rations alimentaires et des médicaments. Même les chiffres sont souvent gardés secrets. Le monitoring des SOS Prison a documenté plusieurs décès parmi les prisonniers à travers les pays suite notamment à des conditions de détention humainement insupportables. La population carcérale, toujours importante, pose déjà une sérieuse question de sécurité dont les effets se font déjà ressentir. Plusieurs évasions ont été rapportées. La plus importante fut la cabale des 300 détenus de la prison Kangwaï à Beni en début du mois d'octobre. Donc c'est dans ce sens-là où on peut résumer la question des détenus au niveau de nos prisons. Ok, je conclue. En fait, on conclut le rapport avant que vous n'ayez le jeu de questions-réponses. Oui, vas-y. Oui, conclusion. Au-delà du fait que le président Tshisekedi s'est courageusement départi du deal avec Joseph Kabila, son bilan pour la deuxième année reste en revanche un échec. Le président de la République a reculé de plusieurs pas par rapport à la situation des droits humains, pourtant montrant des indices prometteurs au terme de l'an premier. La situation sécuritaire s'est considérablement dégradée avec un nombre record de morts enregistrés notamment à Beni, sans oublier les finances publiques gérées dans une extravagance inédite au moment où la situation sociale n'a cessé de dégringoler. 2 ans déjà, le président de la République devrait fournir les efforts en respectant les engagements dûment inscrits dans divers secteurs de la vie nationale comme l'éducation, la lutte contre la corruption, la justice climatique, l'assainissement du climat d'affaires et les lois justes qui garantissent la justice sociale et distributive aux citoyens. En somme, nous remarquons que le président de la République n'a pas encore concrétisé ses discours par des actes concrets. Voilà d'une manière brève l'essentiel de notre rapport. On n'a pas voulu vous parler de l'économie. Vous connaissez que l'économie a été bouleversée par la Covid. On n'a pas aussi voulu parler du social. Vous vivez à la cité, vous connaissez quelles sont les conditions à la cité. Rien n'a été amélioré globalement sur le côté social. Et donc nous allons vous laisser poser vos questions. Si ce que nous avons abordé
ou si vous pensez qu'il y a un sujet sur lequel vous voulez avoir le point de vue de Lucha, nous sommes très nombreux dans la salle, nous pourrons apporter toujours des éléments de réponse. À vous la parole. Quelqu'un peut nous aider à... Oui, madame. Oui, moi c'est Hortense Cambou, journaliste de l'RTGA. Vous venez tout à l'heure de dresser un bilan sombre de l'an 2 de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC, en mettant plus l'accent sur la violation de liberté de la presse et des personnes, et celle aussi de la Constitution. Est-ce une façon de dire que Félix Tshisekedi, comme il a toujours dit, que l'état des droits, il a toujours prôné pour l'état des droits? Est-ce que peut-on dire que l'état des droits existe en RDC? La seconde question est celle de savoir pourquoi intituler votre rapport Fatchimétrie. Parce que, à ce que je sache, la Lucha, c'est un mouvement citoyen neutre. Et à vous entendre parler, c'est une façon pour vous de contrôler les actions du président de la République. Pourquoi Fatchimétrie? Parce que ça sonne comme si vous étiez fan du président de la République. Je trouve un peu contradictoire. Vous parlez Fatchimétrie, quand quelqu'un entend Fatchimétrie, ça sonne comme si vous étiez... ça montre une partialité. Et de l'autre côté, vous jugez les actions du président de la République. Une question? Oui. Oui, moi c'est Junior Congolo, journaliste du Congo Média Channel. Ma question se présente de la manière suivante. Je vous ai suivi du début jusqu'à la fin de votre rapport. Pourquoi vous n'avez pas annexé les problèmes qui fait un peu l'embouteillage sur la classe politique congolaise à ce qui concerne la ouverture du procès des chefs de la qui est votre ami de l'élite? C'est ça ma question. Ok. Question? Oui. Voilà, vous avez dressé un bilan sombre du Votre nom? président Tshisekedi, Théo Liko, leader concédé. Vous avez dressé un bilan sombre du président Félix Tshisekedi. Et pourtant lui-même s'est justifié du fait de la coalition FCK qui n'a pas marché. Pourquoi s'acharner sur lui aussi longtemps qu'il s'est déjà justifié sur son bilan sombre? Oui, monsieur. Oui, Joël Messa, élection.net. Ma question est beaucoup plus relative à la question de Niemboué, parce que vous avez parlé de l'insécurité. Nous allons nous rendre compte que les députés avaient reconnu d'une manière ou d'une autre Azarias Rouberois comme étant le ministre de la décentralisation qui a, n'est-ce pas, orchestré tout ce qui s'est passé sur Minembwe, pour ne pas revenir sur la question, d'autant plus que nous en maîtrisons de fond en comble. Et les députés avaient promis une poursuite judiciaire contre, n'est-ce pas, monsieur, ou encore le ministre de la décentralisation. Mais jusque-là, le dossier est clos. Le président de son côté avait promis une commission pour Minembwe qui n'est pas non plus installée jusqu'alors. Est-ce que la question des Minembwe peut être considérée comme une question passée? La question des fonds ou le problème des fonds a-t-elle été résolu? C'est vraiment ça ma question. Et n'est-il pas une contradiction? Et puis je vais voir si nous sommes dans un état de droit. Et puis mes collègues vont essayer de répondre à d'autres questions. Alors, Fatchimétrie vient de l'acronyme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maîtrise, c'est la mesure. Donc, nous nous sommes proposés de veiller à contrôler les actions du président de la République. Parce qu'un mouvement citoyen comme le nôtre a aussi l'objectif d'exercer un contrôle citoyen. Et pour contrôler, il faut mettre en place un dispositif. C'est pourquoi nous avons mis en place l'outil, ce qu'on appelle les baromètres Fatchimétrie. Cela ne fait pas de nous des fanatiques. Loin de là, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes juste des citoyens rigoureux, exigeants,
qui veulent voir l'action du président améliorer notre vécu quotidien. Nous ne sommes pas les seuls au monde de mettre en place un outil pareil. Au Mali, ils ont mis en place un outil pareil pour contrôler les actions des IBK. C'est un outil qui est propulsé et qui est populaire dans beaucoup de pays de l'Amérique latine, par lesquels les sociétés civiles, dans leur globalité, contrôlent les actions des gouvernants. Donc, quand on a cet outil, ça nous permet à la fois d'avoir un lien avec les autorités, parce qu'ils sont payés pour nous gouverner, mais aussi, ça nous permet, nous, en tant que citoyens, de remonter les frustrations que nous avons, qui ne sont pas prises en compte dans les décisions politiques et dans les politiques publiques. Et donc, c'est pourquoi on donne les noms fatiométrie, parce que c'est Félix qui est là aujourd'hui. Peut-être demain, si serait moi, on appellerait ça matométrie, je ne sais pas. On peut rigoler comme on veut. Mais pour montrer quand même, cet outil contrôle, d'abord recense les engagements électoraux, les actions et les promesses que le président donne partout, et puis lui rappelle ce qui a été le bilan de son année. C'est un exercice citoyen que nous faisons, et j'imagine bien que le président de la République ou ses services doivent lire ces documents, parce que ça lui donne des événements, des phénomènes, des faits que peut-être n'a pas accès. Parce que quand on est président de la République, on est souvent pris en otage par un groupe de conseillers, par un gouvernement, et souvent on n'a pas les ressentis des populations. Or, nous vivons à la cité, nous savons ce qui se passe, donc nous les écrivons avec toute liberté. Il n'y a pas de rétention des mots, il n'y a pas de restriction dans les mots. Nous utilisons notre liberté pour des choses simplement, clairement, pour permettre aux gouvernants de s'améliorer. L'objectif ici est de pousser à l'amélioration de l'action du président. Parce que le président, il a donné un bilan 2023. Il a l'obligation de changer notre condition de vie. Donc, nous devons être rigoureux vis-à-vis de son action. C'est pourquoi c'est cet outil. Alors, est-ce que nous sommes dans un état de droit vu les bilans désastreux que nous avons montés ou bien que nous avons avancés dans le cadre des droits humains? Je ne suis pas juriste, mais je vais essayer de vous dire qu'un état de droit, c'est un concept créé. Ce sont des concepts, on appelle ça des concepts accrocheurs, qui visent seulement à maintenir les gens dans un esprit, alors que dans les faits, il n'y a pas grand-chose. Pour juger un état de droit, c'est par rapport aux indicateurs. Il faut qu'on nous dise combien de procès ont été organisés équitablement, combien de personnes qui ont été citées dans des rapports ont été jugées, combien de personnes qui ont été jugées au terme de violation des droits de l'homme ont été traduites en justice. C'est cela l'état de droit. Combien de lois de la République ont été appliquées correctement. C'est cela l'état de droit. L'état de droit, c'est aussi l'application stricte des lois de la République. Or ici, nous avons décrié, nous avons montré que certaines lois ont été violées. On a fait les braquages politiques. Vous avez vu avec... les mots m'échappent. Vous avez vu avec étonnement ce qui se passe dans nos institutions. On a violé les lois de la République. Lorsqu'on viole les lois de la République, on n'est plus dans un état de droit, on devient dans un bricolage institutionnel, ce qui est grave, ce qui est une jurisprudence à combattre contre la République. Donc, de mon point de vue, nous ne sommes pas dans un état réel de droit, mais nous sommes dans un état où les acteurs politiques pensent que nous sommes dans un état de droit. Mais les faits, vous pouvez les vérifier, contredisent ces concepts écrits. Est-ce une façon d'affirmer que Félix Tshisekedi a violé la loi? Non, mais si on est dans ce débat, il a violé quelle loi et quelle autre, on ne va pas quitter ici. Mais globalement, vous et moi avons vu comment est-ce que les lois ont été interprétées d'une manière personnalisée. La Cour a été caporalisée. Beaucoup de dossiers n'ont pas été traités légalement. La loi n'est pas seulement sur... la loi ne doit pas être appliquée seulement sur les questions politiques. C'est aussi nous rassurer, par exemple, la gratuité. La gratuité, c'est une loi, parce qu'elle est prescrite dans la Constitution, mais n'a pas été effective. On l'a décrit tout à l'heure. Donc, beaucoup de lois n'ont pas été... La retenue à la source, par exemple, c'est prévu dans la Constitution. C'est pas la rétro... comment on appelle ça? C'est pas la rétrocession. C'est la retenue à la source qui est prévue. Mais cela n'a pas été expliqué. La caisse de péréquation, nous l'avons mentionné, c'est prévu dans la Constitution, mais n'est pas opérationnel. Et beaucoup d'autres dispositifs sont prévus dans la loi, mais ne sont pas appliqués. Et donc, nous ne sommes pas dans un état de droit. Et cela, on le dit, ce n'est pas parce qu'on est contre le président. Ce sont les faits qui parlent à notre place. Ok, j'ignore des médias Chanel qui a parlé du cas de Chebea. C'est ça, non? Oui, je suis là. Ah, d'accord. C'est vrai qu'il y a le cas Rebondi
Et depuis toujours, on a toujours demandé la réouverture en fait du procès parce qu'effectivement, il y avait des éléments nouveaux. Mais nous devons rappeler que ce rapport date de l'an passé. En réalité, nous sommes un tout petit peu en léger retard parce qu'on devait le publier depuis le mois de janvier. Ce qu'on vient de révéler, en fait, c'est la semaine dernière qu'on vient de rendre public de nouveaux éléments. Mais au moins, la Lucha a dit quelque chose parce que la Lucha est signataire parmi les 117 organisations de la société civile nationale et internationale qui ont exigé, en fait, que le procès soit réouvert de chez Béa. C'est un cas que nous ne pouvons pas mettre de côté parce que ça nous préoccupe au plus haut niveau, étant donné que c'est un défenseur des droits de l'homme, mais aussi sa mort ainsi que son collègue sont des actes ignobles que nous ne pouvons tolérer. Voilà. Mais si on n'a pas repris dans les cas de violation ou soit dans la justice que nous estimions hier qui était inféodée et que nous semblons voir pareil pour l'administration Tshisekedi, ce que les faits ne datent pas en fait de 2020. Parce que nous voudrions être aussi corrects possible. Nous ne pouvons pas parler des choses qui ont eu lieu en 1995 pour les mettre sous le dos de l'administration de Tshisekedi en 2020. Ce qui est vrai aussi est que nous avons fait un effort dans ce document que vous aurez de donner des sources. Il y a des sources, il y a des dates, il y a des chiffres. Donc c'est vérifiable en fait. On ne peut pas dire non, Tshisekedi a été mort et c'est la justice de Tshisekedi qui n'a pas condamné par exemple le général Numbi. Donc, vous voyez que ça serait vraiment trop tendancieux et pas donc du tout correct. Je ne sais pas. Moi je réponds à la quatrième question. Et puis la question de la coalition, moi ça m'intéresse. Théo dit on s'acharne au président alors qu'il disait que c'est l'FCC qui les bloquait. Très sincèrement, parlons des faits et pas des discours politiques. Le président de la République, il va à Brazzaville, il y a quelques semaines, je crois au mois de juin, il dit ceci. La coalition FCC est indispensable à la survie de notre démocratie. Le discours du 30 juin, le président rappelle que la coalition est indispensable. Moi, je suis ami à beaucoup de députés. Peut-être vous aussi. Posez-les la question, combien de lois ont été bloquées à l'Assemblée nationale? Moi, pour dire très clairement, le président de la République s'est mis à place dans une coalition dans laquelle il n'a pas eu de bons ministres, il faut le noter. Mais acquisé gratuitement à l'FCC, je ne défends pas l'FCC, mais je dis tout simplement, le président, il y a 6 mois, il ne tenait pas le même discours. Il y a 6 mois, il nous disait que c'était indispensable, c'est la solution à la gouvernance au Congo. Mais 6 mois plus tard, on dit qu'on nous bloquait. On comprend ces discours politiques, ça passe, on a besoin de faire des coups à son adversaire, mais dans les faits, les choses n'ont pas été faites aussi comme cela. Attends, combien de lois... On a fini. Il y a un problème en fait. Sur les documents. Fini d'abord l'idée. Donc, on disait, moi je disais, peut-être mes collègues peuvent me contredire ou améliorer ma réponse. Nous pensons que nous ne sommes pas en train de nous acharner contre le président de la République, mais nous sommes rigoureux parce qu'il est de notre droit, en tant que citoyen, de contrôler les actions du président. Nous, on ne peut pas s'embourber dans les discours politiciens, dans les querelles politiciennes entre les politiciens. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de voir est-ce que notre vécu s'est amélioré les 12 derniers mois. Et la réponse, c'est non. Je ne sais pas si quelqu'un voulait compléter. Non, on va donner l'information après, cette information qui vient de Canada. Ok. C'était Minembwe, je crois que tu... Alors, Minembwe, il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. On l'a noté dans le document. Le président avait annoncé à Goma en octobre qu'on devait suspendre la mise en place des autorités des bourgmestres de cette commune de Minembwe. Nous, on a vérifié l'information. Le bourgmestre n'a pas été installé. Et l'autre chose, le débat il est à l'Assemblée nationale. Mais comme vous le savez, les activités politiques dans ce pays ont été suspendues parce qu'il y avait l'union sacrée qui s'est créée. Du coup, la question a été balayée. Mais nous pensons que on ne peut pas laisser passer la question de Minembwe parce que nous considérons que tant que la question de Minembwe n'est pas résolue globalement, ça serait toujours un couloir de l'influence
de l'hégémonie rwandaise, si vous le voulez, au Congo. Et donc, nous pensons qu'il faut régler la question d'une manière efficace globalement et l'inscrire dans une dynamique d'aménagement du territoire par laquelle on va décider, oui ou non, il faut élever certaines entités au rang des communes ou pas. Et pas seulement d'une manière isolée avec les tendances qu'a toujours porté le ministre Rouberois. Depuis la création du RCD, on sait qu'il a toujours voulu que Minem devienne un territoire autonome. On sait que les Banyamulenge ont toujours voulu être des autochtones de Minembwe, alors qu'ils ne le sont pas. Ils sont venus par la vague de migration dans les années 1800 et 1900. Et donc, bref, la question mérite d'être traitée. On espère que le président de la République mettra en place cette commission qui va être composée des juristes, des géographes, des ethnographes, des politologues, des sociologues, pour aller discuter de la question, pour aller sur le terrain, voir ce qui s'était passé clairement et voir la dynamique de migration qui s'était opérée ces années-là. Bref, la question mérite d'être rappelée et nous rappellerons la question tout le temps qu'on pourra nous donner l'occasion pour le rappeler. On ne peut pas permettre qu'il y ait une fraude territoriale, qu'on laisse notre entité soit gérée d'une manière isolée par une autorité rouberoise qui a toujours des intentions territoriales et nuisibles sur notre sol congolais. Ok, merci. Le Parlement, la majorité vers Fathi, c'était la question de Méchac. Ah. Il est mort. Le Parlement, effectivement, nous l'avons dit, on avait dénoncé en fait que pour se défaire de M. Tshisekedi, de M. Kabila, M. Tshisekedi a utilisé des moyens malsains, le débauchage, sachant bien sûr la vulnérabilité et la fragilité ainsi que la versatilité en fait de l'homme politique congolais. Il a utilisé en fait des moyens qu'on avait décriés hier, dont la corruption, parce qu'il y avait des soupçons à travers les médias, à travers des plateaux de télévision, pour dire qu'il y avait effectivement de la corruption au sein du Parlement. Et ça, nous l'avons dit. Je pense qu'il est question de savoir, et nous assumons, qu'il est temps effectivement que le monsieur ou M. Tshisekedi se débarrasse effectivement de M. Kabila, mais en respectant en fait le jeu démocratique. Ce n'est pas en utilisant des moyens de l'État, en usant de son pouvoir qu'il a en tant que chef de l'État pour se constituer une majorité, en utilisant en fait la corruption et le débauchage autrefois décrié. Voilà ce que nous avons dit, et ça, il est question de le savoir et de le retenir. Je ne sais pas si nous ne saurons plus continuer parce que nous avons une mauvaise nouvelle. Peut-être vous savez, la Lucha avait organisé aujourd'hui une manifestation pacifique à Kananga pour exiger en fait la démission de Madame le maire de la ville pour question de la mauvaise gestion de la sécurité dans la ville. Et au moment où nous vous parlons, il y a répression sanglante, dont 5 blessés et une personne qui est en état très grave. Il a reçu une balle au niveau du front et on ne sait pas son état actuel. D'autres disent qu'il est déjà succombe de ses blessures, mais on ne sait pas encore. Et là, nous sommes obligés de mettre fin à ce point de presse. Merci beaucoup. Merci beaucoup quand même pour la présence.